Bienvenue à l'Institut d'études avancées. Je suis Greti Myrdal. C'est moi qui dirige cet institut qui accueille environ 30 chercheurs chaque année qui nous viennent du monde entier, des meilleures universités du monde entier, afin d'échanger avec des chercheurs français et de nouer des liens internationaux et interdisciplinaires. C'est la ville de Paris qui nous met ce magnifique bâtiment à notre disposition. Nous en sommes très reconnaissants. Donc, la ville de Paris est notre principal partenaire. Nous en avons d'autres, 12 universités franciliennes et, entre autres, la revue Esprit. Nous sommes très heureux d'avoir un récent partenariat avec eux. Nous organisons des débats sur des questions politiques, historiques, philosophiques, en somme, sur notre société et notre réalité. Le premier de ces débats, tenu en mars, s'intitulait « Le moment populiste ». C'était avec Pierre Rosanvallon et Jan Werner Müller. Le deuxième a tourné autour des livres et bibliothèques à l'ère du numérique, un débat avec Robert Danton, qui était résident chez nous à l'Institut, et Roger Chartier et Jean-Noël Jeanneney. Et aujourd'hui, j'ai donc le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à une discussion sur l'Europe au défi des migrations. Je remercie Virginie Guirandot, Ivan Krastev et Manuel Lafont-Rapnouil d'avoir accepté notre invitation à participer à ce débat. Je remercie aussi Anne-Lorraine Bujon, rédactrice de la revue Esprit, d'avoir accepté de l'animer. Et Anne-Lorraine, je vous laisse la parole. Bonsoir à tous. C'est à mon tour de vous souhaiter la bienvenue ici à l'Institut d'études avancées où Greti Myrdal et toute l'équipe de l'Institut a l'amabilité de nous accueillir ce soir pour ce troisième débat donc, de notre série de rencontres sur l'esprit du temps. Alors, pour le débat de ce soir, nous avons choisi un défi aussi, je crois, en choisissant de parler de l'Europe au défi des migrations. Car si on prend juste la question européenne, la question de l'Europe, de son avenir, où va-t-elle? Est-ce qu'elle se porte bien? Est-ce qu'elle se porte mal? Je crois que c'est déjà une série de questions assez considérables. La question migratoire, on le voit bien, est aussi un enjeu majeur pour notre époque. Et à elle toute seule, elle entraîne aussi un très grand nombre de questions. Mais ce que nous avons choisi pour le débat de ce soir, c'est d'essayer de réfléchir ensemble à la façon dont ces deux questions considérables se rencontrent, se percutent presque, je pourrais dire, et comment la question migratoire nous invite à repenser l'Europe, sa santé ou son état de maladie et son projet. Alors, pourquoi cela? Je pense qu'on a tous des intuitions que c'est ça qui est en train de se passer, le sentiment que ces deux questions se percutent. L'impression d'abord que la question migratoire est en train de rebattre les cartes dans un certain nombre de pays d'Europe au plan national, dans le jeu politique national, avec tous ces mouvements xénophobes, populistes, de rejet, et que je ne souhaite pas disqualifier en choisissant telle étiquette plutôt que telle autre. Mais on voit bien comment la question migratoire devient clivante. Accueillir, ne pas accueillir, comment elle renvoie à des questions d'identité très sensibles. Elle a donc changé la donne au plan national. Au plan européen, au plan des politiques européennes, des politiques communautaires, on voit bien que cette question a révélé des fractures, des tensions, des divisions profondes, des divisions nord-sud, qui avaient déjà été révélées auparavant par la crise de l'euro, pour dire vite, et puis des tensions, des fractures, des divisions est-ouest, qui deviennent très sensibles et dont nous parlerons peut-être particulièrement ce soir, puisque nous avons la chance d'avoir avec nous des personnalités d'Europe centrale et orientale. On voit très bien au plan communautaire qu'on ne peut pas se satisfaire de la situation telle qu'elle est, entre les gens qui pensent qu'on accueille déjà trop, les gens qui pensent qu'on n'accueille pas assez, la situation aux frontières de l'Europe qui reste compliquée,
Donc, quoi qu'il arrive, il va falloir surmonter, il va falloir trouver des réponses, il va falloir avancer. Et puis enfin, au plan international, on voit bien aussi que la question est posée parce que l'incapacité de l'Europe à débattre, à se mettre d'accord, à trouver des réponses, des politiques communes, un horizon commun, un idéal commun peut-être, questionne la capacité de l'Europe à se poser en modèle ou à défendre là aussi un projet dans la mondialisation qui serait un projet proprement européen. Pour toutes ces raisons, donc, il y a un défi et il est immense. Et notre défi ce soir, c'est d'arriver à en parler d'une façon qui vous intéresse, qui vous donne le sentiment d'avancer. Et heureusement, pour ce faire, nous avons avec nous 3 intervenants de premier plan. Alors, je voudrais vous présenter d'abord Virginie Guiraudon, qui est directrice de recherche CNRS au Centre d'études européennes de Sciences Po Paris, qui a travaillé avec un certain nombre d'institutions de recherche à l'étranger aussi, et qui a été résidente de l'IEA, si je comprends bien, à Marseille. Donc je le signale. Virginie Guiraudon connaît très bien les politiques migratoires de l'Europe et elle travaille sur cette question depuis longtemps, depuis avant, en fait, ce qui a retenu notre attention à partir de 2015. Et donc peut-être qu'elle pourra nous expliquer aussi pourquoi il y avait peut-être un vice de forme, enfin, ou en tout cas des difficultés qui datent de bien avant 2015. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir Ivan Krastev, qui est en France pour 2 jours à peine, qui publie ces jours-ci un livre que je vous recommande chaleureusement, qui s'intitule « Le destin de l'Europe », publié aux éditions Premier Parallèle, qui a été publié au moins en allemand aussi, mais peut-être en anglais. Ivan Krastev est bulgare, il est politiste, il mène des recherches donc à la fois à Vienne et à Sofia. Il est éditorialiste au New York Times. Et donc, dans ce livre, explique précisément pourquoi les migrations sont un défi considérable qui fragilise l'Europe à ce moment dans notre histoire. Monsieur Krastev s'exprimera en anglais, ce qui est plus facile pour lui, mais nous avons un interprète qui pourra vous traduire ses remarques. Et si vous lui posez vos questions en français, pareillement, elles arriveront jusqu'à lui. Enfin, nous accueillons Manuel Lafont-Rapnouil avec grand plaisir. Manuel Lafont-Rapnouil est diplomate de carrière et chercheur en relations internationales. Il a notamment travaillé à la représentation française de la France aux Nations Unies. Aujourd'hui, Manuel dirige le bureau parisien du European Council on Foreign Relations, où je suis sûre qu'avec un réseau de chercheurs dans toute l'Europe, vous voyez de première main comment cette question des migrations en Europe peut être une question sensible. Merci à tous les 3 d'être avec nous. Pour le déroulement du débat, je vais donc donner la parole d'abord à nos 3 intervenants pour qu'ils puissent échanger entre eux. Et puis ensuite, nous garderons une bonne demi-heure pour des questions de la salle et nous nous séparerons vers 8 heures. Alors, je souhaiterais qu'on puisse avancer en 3 temps et parler d'abord de cette impression qu'on peut avoir qu'il est difficile de lire la situation européenne aujourd'hui entre le sentiment que l'Europe est très fragilisée, qu'elle est menacée de désintégration, et en même temps, qui semble être l'expression de l'année, en même temps, on voit aussi des opinions publiques en Europe de l'Ouest, mais pas seulement en Europe de l'Ouest, réaffirmer leur attachement à l'Europe et exprimer le souhait que l'Europe se relance. Donc ça devient difficile de savoir vraiment comment elle se porte, cette Europe. Et j'aimerais me tourner d'abord vers vous, Monsieur Krastev, pour vous demander pourquoi, dans ce livre que vous démarrez sur une évocation de l'assassinat de François Ferdinand à Sarajevo, vous dites peut-être que nous sommes au bord d'un effondrement silencieux, non violent, comme a pu être l'effondrement de l'Empire des Habsbourg, ou plus tard l'effondrement de l'Empire soviétique. Peut-être que nous sommes à ce stade en Europe sans nous en rendre compte. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre impression que c'est ce moment que nous vivons? Thank you very much, and sorry for not speaking French. You can see everything which is wrong with Central Europe. But I'll try
Tout d'abord, merci de m'accueillir ici et de m'écouter en anglais. Et vous comprenez déjà dès le départ ce qui ne va pas avec l'Europe centrale. I'll try to start with some kind of a very simple distinction in the way the crisis of the European Union is perceived in Central Europe, Eastern Europe, in opposition to Western Europe. Et je vais commencer par quelque chose de très simple, les différences de perception entre la façon dont la crise est perçue en Europe centrale, en Europe orientale et en Europe occidentale. And this is not about values and about interests. It's about a difference in experiences. Il ne s'agit pas de valeurs et d'intérêts, c'est une différence dans l'expérience même de ces pays. In Eastern Europe, we have the collapse of a political system in our personal experience. En Europe de l'Est, nous avons vécu l'effondrement d'un système politique au cours de notre vie. Many of us liked what happened, but we know how fragile any political project is. Beaucoup d'entre nous ont apprécié cet effondrement, mais nous savons tous quelle est la fragilité des projets politiques. So from this point of view, when the crisis of the European Union started, nevertheless how different the political projects are. You have these comparisons that always coming and saying, are we not seeing certain things that we have been seeing before? This is particularly strong for people coming from former Yugoslavia or former Soviet Union that basically have been seeing their countries disappearing. Et en fait, depuis que la crise a commencé en Europe, quelles que soient les différences de projets, il y a beaucoup de gens qui se disent dans l'Europe de l'Est, est-ce qu'on n'a pas déjà vu ça avec l'effondrement de la désintégration de la Yougoslavie et l'effondrement de l'Union soviétique? Est-ce qu'on n'est pas en train de vivre quelque chose de semblable? And this creates a very particular East European paradox. If you go on the opinion polls, the most pro-European public opinions today are the public opinions in Poland and Hungary, which you're not going to guess, basically saying how they have been voting. At the same time, if you see the behavior of some of the Central and East European governments, you're going to see that they're hedging. In a certain way, they're behaving in the way to be sure that if something goes wrong with the European Union, they're not going to lose everything, particularly from a political point of view. So, and I want to stop on this because this is from this point of view, the difference between Euroscepticism that you can see much more in Western Europe, which is much more questioning how good is European project for this or that society, and what I call Euro-pessimism in Central and Eastern Europe. We don't believe that we are going to be better outside of the European Union. But many in Central and Eastern Europe are not sure that European Union is going to survive. And I do believe this particular dynamics also reflects certain kind of a behavior of the governments, certain attitudes on the side of societies. En fait, c'est ça le paradoxe qui est en ce moment. Si vous faites un sondage sur l'opinion publique dans des pays tels que la Pologne et la Hongrie, les gens sont en faveur de la participation à l'Europe. Mais la différence est avec le comportement du gouvernement. Et les gouvernements se protègent pour que, quelle que soit l'issue de la situation en Europe, ils ne soient pas balayés par un effondrement possible de l'Europe. Et c'est ça la différence entre l'euroscepticisme et l'europessimisme. Entre les gens qui sont sceptiques quant à l'avenir de l'Europe et ceux qui sont déjà pessimistes quant à l'issue de la question européenne. Alors, ce que vous nous dites là, c'est qu'effectivement, il y a des nuances peut-être en Europe centrale et en Europe de l'Est, donc moins de souhait de quitter ou de tentations séparatistes, et plus de conscience de la fragilité, là où nous, en Europe de l'Ouest, on aurait plus l'impression que tout va toujours continuer comme ça, parce que l'Europe, même si elle n'est pas parfaite, elle est là et elle est là pour toujours, mais aussi plus de protestations. Plus de protestations, par exemple, au point qu'on a le Brexit. Donc évidemment, je pense que tout le monde y pense. Et je me tourne vers vous, Virginie, parce qu'il me semble que, pas pour parler du Brexit, mais que vous avez écrit sur le fait que le sentiment anti-européen et le sentiment anti-immigré, pour dire vite, c'est quelque chose qui converge quand même dans beaucoup de pays et dans beaucoup de formations populistes aujourd'hui.
Oui, alors, merci. J'allais commencer sur un autre sujet pour répondre à la question de ces différences entre les vues de l'Est et de l'Ouest. Mais vous avez raison, on peut malgré tout faire le parallèle, mais c'était pour répondre à euro-pessimiste ou euroscepticisme. Je pense que c'est effectivement important de ne pas mettre tout le monde dans le même panier. Des fois, on lit par exemple des articles qui comparent Orban en Hongrie et les leaders de UKIP et leurs électeurs. Je pense qu'on est effectivement... C'est une espèce de facilité, mais ce n'est pas vraiment la question. Par contre, pour répondre plus directement à votre question, on a maintenant énormément d'études, essentiellement quantitatives, qui font effectivement le parallèle entre l'idée qu'on est contre l'Europe, mais aussi contre les immigrés. On en a parlé pendant, je ne sais pas si vous m'entendez, pendant toute la campagne présidentielle législative en France, en opposant ceux qui étaient pour la globalisation, contre la globalisation, etc. Je pense que ce qui est intéressant dans le débat ce soir, c'est justement de faire un petit peu des distinctions de ce point de vue-là et de voir que j'ai envie de dire le projet européen est maintenant contesté à la fois par ces partis populistes à l'Est et à l'Ouest sur des modes un petit peu différents. Donc je voudrais plutôt continuer à écouter ce qui a été dit. Moi, j'avais plutôt envie de revenir... je ne réponds pas à la question, désolée. On parle de crise de l'Europe. Moi, je me suis dit, à quel moment il n'y a pas eu de crise de l'Europe, hein? Donc, on sait que c'est presque dans... on parle de construction européenne. Des fois, le projet avance. Des fois, il s'arrête, etc. Toutes les études européennes racontent cette histoire. Et je me dis, mais quand est-ce qu'il n'y a pas eu de crise? Et ce qui est intéressant, c'est que le moment où il n'y a pas eu de crise, on a parlé de relance de l'Europe, c'est bien sûr les années 80, mais aussi les années 90. Un projet essentiellement économique, il faut quand même le rappeler. Au départ, le marché unique. Moi, j'étais étudiante à l'époque. Si ça se trouve, si je fais de la science politique, c'est aussi à cause de ça. Il y a, dans la foulée, la chute du mur de Berlin, qui n'a pas été franchement anticipée. Mais là, on se dit, il y a, on va dire, des années 80, à la fin des années 90, ce moment d'espoir. Quel serait le contraire du mot crise? Ça serait un moment d'espoir, où là, on va de l'avant, etc. Ce qui est absolument essentiel pour revenir à ce qui se passe en Bulgarie, en Hongrie et dans toute l'Europe de l'Est et dans l'Europe centrale et dans les Balkans, c'est un peu cette espèce de drôle d'agenda. Il y a un énorme espoir à l'Ouest, au départ, et quand la chute du mur arrive, on embrasse un peu l'idée que cet espoir va être partagé, j'ai envie de dire, par les pays d'Europe de l'Est et centrale. Quand je dis d'espoir, je parle de choses, par exemple, des grands écrits philosophiques à ce moment-là. Je pense à la publication d'Étienne Balibar, Nous, citoyens d'Europe, en 92. Plus tard, Jürgen Habermas publie La constellation post-nationale en 98. Il y a cette idée parmi les philosophes que l'Europe est une solution à tous nos problèmes. Et avec la chute du mur de Berlin, il y a cette idée que, voilà, la preuve que ce modèle d'après-guerre, qui était un modèle de guerre froide, où on défendait le droit de l'homme uniquement pour montrer qu'on était mieux que les communistes, où on avait créé tout ce système pour être mieux que les autres, là, tout à coup, on réunissait tout le monde. Malheureusement, on a du coup oublié dans cet instant, je veux dire, d'espoir, qu'on a créé dès le départ, dans la façon dont l'élargissement a été fait, dans la façon dont aussi on a créé, on en reparlera, donc ces politiques migratoires, on l'a toujours fait à deux vitesses. Donc il y a un espoir philosophique, il y a clairement beaucoup d'écrits à ce moment-là, il y a toutes sortes de recherches en sciences sociales qui se mettent en place, qui s'intéressent à l'Europe, alors même que on va dire les politiques au sens de politique publique, ce qui se fait à Bruxelles, dans les capitales nationales et ailleurs, a déjà intégré l'idée qu'il y aura plusieurs, et on y reviendra, une Europe à plusieurs vitesses, et on va juste penser que ça soit les pays de l'Est et central et ensuite les Balkans, vont, pour reprendre une expression consacrée, se mettre au niveau de l'acquis communautaire. C'est-à-dire, c'est apprendre à laisser,
vous faites comme nous et vous ne discutez pas. Donc, je pense que si on ne vient pas à ce moment très particulier où à la fois il y a énormément de développement, évidemment, on a plus de compétences au niveau de l'Union européenne, il y a beaucoup plus, qui devient d'ailleurs l'Union européenne. Et c'est aussi à ce moment-là qu'on voit déjà le débat actuel sur l'Europe à plusieurs vitesses, le fait qu'un petit nombre de pays doit continuer, que les autres ne suivent pas. En fait, c'est à peu près au même moment que les choses se décident dans ces années 80-90. D'où l'euro-pessimisme, sans doute, On pessimism and optimism, I have an empirical thing to tell you. There was a study being done on pessimism among the nations. And it appeared that Bulgarians are the ones who are the biggest outlier. We were much more pessimistic than our GDP will predict, to the extent that there was a title in The Economist called The Optimists, the Pessimists, and the Bulgarians. So from this point of view, take me as a Bulgarian, and I'm beyond the pessimist, optimist divide. Je voudrais juste une petite anecdote pour répondre à votre question sur le fait que vous avez dit que j'étais un pessimiste, un euro-pessimiste. Non, il y a eu un sondage qui a été fait sur qui sont les plus optimistes, qui sont les plus pessimistes vis-à-vis de l'Europe. Et c'était... contrairement à ce que pouvait laisser penser le PIB du pays, c'était les Bulgares qui étaient les plus pessimistes, au point que l'Économiste, le journal britannique, le magazine britannique, a publié un article avec le titre « Les optimistes, les pessimistes et les Bulgares ». Je m'arrêterai là. Manuel, est-ce que vous seriez d'accord avec cette lecture sur l'idée que finalement, alors deux choses, d'abord que l'Europe est toujours un peu en crise, donc qu'il faut peut-être aussi relativiser ce sentiment de fragilité qu'on ressent aujourd'hui, mais aussi, je crois ce que vous dites, que c'est dans ce moment d'espoir européen qu'on a planté le germe de ce qu'on voit pousser aujourd'hui en réalité et de ces fractures qui se révèlent aujourd'hui. Oui, je pense que l'Europe a plus ou moins été avancée en crise. Les pères de l'Europe ont théorisé l'idée qu'elle avancerait par les crises, que les crises montraient les problèmes auxquels il fallait apporter des solutions et auxquels les États, à eux tout seuls, ne pourraient pas apporter la solution, et donc que c'est par là que l'Europe avancerait. Juste la situation actuelle est un peu particulière par rapport à cette histoire-là, parce qu'il y a beaucoup de crises en même temps, et que ces crises touchent à des choses qui ne sont pas des problèmes extérieurs que l'Europe absorbe et auxquels elle essaye d'apporter des solutions. Ce sont des problèmes qui sont sur ce que l'Europe a essayé de faire. La crise de la zone euro, c'est une crise de l'Europe. Ce n'est pas une crise qui vient sur les Européens et auxquelles les Européens essayent de répondre en se mettant ensemble. La crise des migrations, c'est une crise par rapport à Schengen. Et donc l'acuité que ces crises ont est un peu différente par rapport aux crises précédentes, parce qu'elles touchent à ce que l'Europe a fait et à ce qu'elle prétend être comme projet. Et donc c'est plus difficile pour elle. En fait, quand on parle de est-ce que l'Europe est au bord de la désintégration, il y a deux manières de regarder les choses. La première, c'est de façon très littérale. Il y a un processus de fragmentation. On le voit avec donc, la crise des migrations aboutit à des réflexes de fermeture des frontières. Mais il y a eu d'autres sujets. Il y a eu le Grexit. Est-ce que la Grèce allait sortir ou pas de la zone euro? Il y a eu le Brexit, le Royaume-Uni qui va sortir de l'Union européenne. Maintenant, évidemment, on peut penser à la Catalogne. Mais je pense qu'au-delà de cette vision-là de la fragmentation, il y a quelque chose de plus profond. Si on parle de désintégration, ce n'est pas juste un problème de jouer sur les mots. Ça a un sens particulier dans le contexte du projet européen, qui est un projet d'intégration. Et une partie de la crise ou des crises auxquelles on fait face aujourd'hui viennent du fait que la dynamique de l'intégration s'est essoufflée, qu'on est passé à des logiques beaucoup plus transactionnelles, de fonctionnement intergouvernemental. Ça, c'est pour la partie procédure et institutionnelle. Qu'on a atteint un espèce de niveau dans lequel on pense que gérer un marché et gérer la frontière, c'est à peu près ce que le projet européen, évidemment le projet européen ne peut pas être juste ça. Il y a sur la question des pays d'Europe centrale et orientale, mais ce n'est pas la seule façon de l'illustrer, mais c'est une bonne illustration d'un problème de convergence. L'Europe a été construite avec l'idée qu'on allait tous converger, au moins économiquement et socialement.
c'est pas le cas et ça crée des frustrations, et à l'intérieur des pays et entre pays. Et depuis maintenant plus de 10 ans que cette espèce de difficulté à poursuivre l'intégration existe, on voit que l'Union européenne est essentiellement réactive et défensive. Et ce qu'il y a derrière, de la part des États et de plus en plus explicitement de la part des peuples, de la part des citoyens, c'est une volonté de contrôle, de reprise de contrôle. C'était très très clair parce que c'était explicite dans le débat sur le Brexit au Royaume-Uni. Mais c'est beaucoup plus large et beaucoup plus profond que ça. Et une des autres grandes caractéristiques du projet européen, c'est qu'il fonctionne par le compromis. Et le compromis implique un minimum de perte de contrôle. Et cette perte de contrôle est de plus en plus insupportable, inacceptable pour les gouvernements et ou pour les citoyens. Je suis très sensible à ce que dit Ivan Krastev sur la fragilité du projet européen. Mais je pense qu'en plus de la fragilité, que sans doute on perçoit moins bien quand on est à l'ouest de l'Europe, il y a un effet d'érosion lié à l'incertitude, justement à cette espèce de situation depuis 10 ans où on ne sait pas ce qui va se passer, on a des crises, on ne sait pas comment on va réussir à sortir de ces crises, on essaye de naviguer, de passer la prochaine crise, la prochaine étape, le prochain tournant. Et en fait, cet effet d'incertitude a un effet d'érosion justement sur cette volonté que les gens ont de savoir où on va, de savoir ce qui se passe et d'avoir le sentiment qu'on a un contrôle sur les événements et sur nos propres destins collectifs. Cette volonté des peuples de reprendre le contrôle, parfois même jusqu'au point d'avoir été trahis par leurs élites, vous en parlez, Ivan Krastev, dans votre livre, avec cette idée qu'on reproche à l'Europe d'être autiste. Qu'à répétition, les opinions publiques manifestent des insatisfactions, des questions, et qu'elles ont le sentiment que du côté des gens qui dirigent l'Europe, on n'entend pas, on n'entend rien, on ne voit pas. I do believe that at least of this type of a crisis between the publics and the elite, there are two different sides. One is very much structural. European Union can be described from somebody who does not know anything as policy without politics in Brussels and politics without policy on the level of the nation states. En fait, oui, il y a ici un problème de crise qui peut être à la fois entre le public, entre les citoyens et leurs élites. C'est une crise structurelle. En fait, il y a si vous voulez, des activités politiques à Bruxelles, mais sans véritable politique. Il n'y a pas de direction politique. Et même chose au niveau des États. Il y a des actions politiques, mais sans vision. So put yourself from the position of a Bulgarian voter who for the last years has been always voting against the government. You can change government, you cannot change policy. Et en fait, mettez-vous par exemple dans la peau d'un électeur bulgare. Ça fait des années qu'il vote contre les gouvernements en place, mais il ne peut rien faire. Ça ne change pas, la politique ne change pas. And particularly after the financial crisis, we ended up with two different versions of there is no alternative. In European Union, we very much constitutionalize certain macroeconomic policy. And exactly, you can change governments, you cannot change policies. In places like Russia and China, this was the other version. You can change policies, you cannot change those in power. En fait, le problème est purement et essentiellement économique et financier. Et ce sont deux versions de ce qu'en anglais on appelle par l'acronyme TINA. There is no alternative. Il n'y a pas d'alternative. Par exemple, c'est une notion macroéconomique due à ce qui se passe. C'est-à-dire que vous pouvez changer, si vous voulez, de politique, mais vous n'allez pas changer les réalités macroéconomiques. Vous n'allez pas changer l'économie. Et au contraire, par exemple, quand vous prenez des pays comme l'Union soviétique, l'ex-Union soviétique ou la Russie et la Chine, vous pouvez changer la politique, mais vous ne réussirez jamais à changer le gouvernement. Why I'm saying this? Because I do believe this structural constraint make people believe that all government is a conspiracy of the elites. Et en fait, ça mène les gens à penser selon
quelque chose qui devient une contrainte structurelle. Il y a cette émergence de cette théorie du complot qui ferait que, quel que soit le dirigeant, c'est la même politique qui est menée. And this explains one of the most striking things that you are going to say in Eastern Europe these days. And this is why public is tolerating, for example, the fact that some of the governments in places like Poland or Hungary are trying to control the judicial system, pressure on the media, and the truth is that big part of the population is not reacting. En fait, ce qui se passe, c'est que, prenez par exemple ce qui se passe en Europe centrale, dans des pays comme la Pologne et la Hongrie. Le gouvernement tente de réduire au silence ou de contrôler, si vous voulez, les cours de justice et de contrôler les médias. Et en fait, la population n'est pas très inquiète de cela. Elle ne s'en inquiète pas. Because part of the logic is all this separation of powers is not making governments more accountable, but is just alibi on the side of the governments to tell why they cannot do this or cannot do that. Et en fait, les gens ne s'en inquiètent pas tellement parce qu'ils sentent que toute cette histoire de séparation des pouvoirs n'est qu'un alibi qui permet au gouvernement de dire « Ah, on aimerait bien faire ci, mais on ne peut pas parce que… » So the logic is, let's give the government as much power as they want so we can keep them accountable for what they're doing. The only problem, of course, with this logic is that when you give government as much power as they want, you never can be sure that they're going to return it to you. But this logic of concentration of power as the only way to keep governments accountable is very much the result of this feeling that I have the vote that I cannot change much. Et en fait, les gens se disent que, bon, que le gouvernement recueille tout le pouvoir possible et qu'il soit en position de force, à ce moment-là, nous pourrons dire que le gouvernement est ou peut être tenu pour responsable de ses actions. Évidemment, c'est une façon de voir qui ne va pas très bien parce qu'une fois que le gouvernement a tout le pouvoir en main, il est peu probable qu'il redonne le pouvoir au peuple pour des élections. Et là, c'est un problème. And my second point, very briefly, is we like to talk about the crisis of the European Union as a crisis of democracy. But I do believe if something in crisis very much is certain meritocratic vision of society, and particularly the meritocratic elites, which very much are symbolized by bureaucracy in Brussels. En fait, on tente à dire que le problème actuel en Europe, c'est un problème de démocratie. En fait, je pense qu'il s'agit plus d'un problème de méritocratie. Et cette méritocratie des élites, c'est celle que l'on voit principalement au pouvoir à Bruxelles. And here the question that always interests me is why people who are ready to give all their money in order to send their kids to study in the best school do not want to be governed by the people who have graduated these schools. Et je me pose toujours la question, pourquoi est-ce que des gens qui sont prêts à se saigner aux 4 veines pour envoyer leurs enfants dans les meilleures universités n'acceptent pas d'être dirigés par des gens qui sont diplômés de ces mêmes universités? And part of the story is that mistrust towards meritocratic elites, and I have much more about this in the book. In my view, have 3 major sources. Et je pense que ce manque de confiance vis-à-vis de ces personnes-là, de ces leaders méritocratiques, eh bien, ce manque de confiance vient de 3 sources différentes. Meritocratic elites are people who are very good at giving exams. And because they did it the right way, from this point of view, these are very arrogant elites. They don't believe that they own anything to anybody. En fait, la première source, c'est que ces gens ont réussi absolument tous leurs examens à la fac et qu'ils sont devenus extrêmement arrogants et qu'ils pensent qu'ils ne doivent rien et qu'ils ne doivent plus rien à qui que ce soit. Secondly, particularly now with globalization, they became very mobile. They always had an exit. If you're a banker, you can be banker in Paris, you can be in Tokyo, you can be in Sofia. So meritocratic elites has an exit. En fait, voilà, il y a aussi le deuxième point, la deuxième source, c'est cette mobilité internationale. À cause de la mondialisation. Si vous êtes banquier à Paris ou ailleurs, vous pouvez être banquier à Shanghai ou à Tokyo. Ces gens ont toujours une porte de sortie. And this is why the public started to fear that in the time of crisis, they cannot rely on these elites. Et c'est la raison pour laquelle they're simply going to leave. Les citoyens, les gens en Europe pensent que
ces gens ne sont pas fiables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas leur faire confiance. En cas de crise, ces gens vont faire leurs valises et aller ailleurs. On ne peut donc pas se reposer sur eux. Sur cette question de la mobilité des élites, et en particulier en Bulgarie. Alors, il se trouve que nous avions dans le champ des recherches sur les migrations, en particulier sur les politiques européennes, une collègue à moi qui s'appelle Elena Ileva, qui s'est donné la mort il y a quelques années, qui était spécialiste en particulier de Schengen, qui avait travaillé sur la façon dont les Bulgares avaient été humiliés quand ils devaient encore demander des visas Schengen, avant qu'ils aient droit à la libre circulation, mais pas à la libre circulation, simplement à ne pas demander un visa de touriste. Et ce qui avait été frappant, je pense à ça, parce que oui, c'était une élite, elle était partie de Bulgarie, elle a fait sa thèse à Sussex, elle a été fellow European University Institute, elle a été fellow à Paris, elle n'a jamais trouvé de travail quand elle a voulu rentrer en Bulgarie. Et bref, j'en reviens à cette question, parce que la question, c'est aussi l'effet qu'a pu avoir la façon dont la Bulgarie, on pourrait parler de la Roumanie, mais restons sur la Bulgarie que vous connaissez sans doute mieux, a été justement accueillie dans cette Europe. La façon dont ils ont été traités. Bon, les visas Schengen, on a demandé à un groupe de musiciens qui allaient jouer à Londres de montrer qu'ils savaient jouer de la musique au consulat. Est-ce qu'il y a eu des répercussions, j'ai envie de dire, c'est ce qu'elle essayait de montrer dans son travail, sur cette façon d'être traités dès le départ comme des citoyens de seconde zone, y compris dans les politiques comme Schengen et autres, qui sont anecdotiques, mais qui renvoient aussi une image d'une Europe qui traite les Bulgares, et ils sont toujours avec les Roumains en ce qui concerne d'ailleurs l'entrée véritable dans Schengen, différemment. I do believe it is quite important to understand that European integration from certain perspective was a migration of the East into the West. Simply we migrated with our countries, adopting institutions, legislations, way of life. And imitation, even when it is successful, always produces resentment. And I do believe from this point of view, some of the Central European societies and governments should be analyzed as a second generation of migrants. En fait, on est ici pour parler des migrations et pour parler de l'intégration en Europe de ces pays d'Europe centrale et orientale. Tout ça a été en fait une question d'adopter des valeurs, adopter des institutions et adopter un modèle de vie de l'Europe occidentale. Et c'est de là que vient tout ce ressentiment et d'avoir dû adopter toutes ces valeurs qui n'étaient pas des valeurs locales. Et il faut considérer tous ces pays qui se considèrent eux-mêmes comme des migrants ou des immigrés de la seconde génération. And just to give you one empirical fact, the strongest support for the populist vote in Europe is not coming from the places which received most migrants and refugees, but the places from which most people has left in the last 20, 25 years. Look at East Germany in the German elections. East Germany is the place which get basically the least number of refugees within Germany. But for the last 25 years, former GDR lost 15% of its population going to the West. As a result, the very fact that you're staying there is perceived as a loss of status. And I do believe that this is part of, in my view, secret history of the migration crisis. It's not simply the fear of those who come, but also the trauma of those who has left. En fait, juste un point empirique. Les histoires de populisme, c'est pas tellement là où il y a eu le plus de gens qui ont immigré, c'est là où les gens ont le plus quitté leur pays. Prenons par exemple l'Allemagne de l'Est. Depuis 25 ans, l'Allemagne de l'Est a perdu 15% de sa population. Et c'est là que les partis qui s'opposent aux migrants se trouvent. Les gens qui restent se considèrent comme ayant perdu leur statut, comme étant des perdants. Hein. Et donc ce n'est pas dans les pays où il y a le plus d'immigrants
qui sont arrivés qu'il y a ce sentiment anti-migrant, mais c'est bien dans les pays, non pas qui ont reçu le plus de migrants, mais de ceux dont la plus grande partie de la population est partie et a migré vers l'Ouest. Oui, vous parlez très bien dans votre livre, effectivement, de cette angoisse démographique, en fait, et de la façon dont elle est liée du ressentiment ou du rejet des migrants. Vous parlez aussi, donc, pour revenir un instant à la question des élites, de ce sentiment que peuvent avoir une grande masse de la population d'être finalement piégée entre des élites libérales cosmopolites qui essayent de leur vendre l'immigration comme une chose formidable, et les immigrés qui se pressent aux frontières de l'Europe. Mais alors, pour me tourner, vraiment en venir donc, à la question des migrations, et je me tourne vers vous, Virginie Guiraudon, ce qu'on voit quand même... alors finalement, pourquoi cette question migratoire donne le sentiment de faire imploser l'Europe, et aussi par rapport à ce sentiment d'être trahi par des élites libérales, on n'a pas forcément le sentiment que les gens, les institutions européennes, nos gouvernements, quand ils discutent à Bruxelles, sont furieusement pro-immigration non plus, en réalité. Donc, est-ce que je peux me tourner vers vous pour demander donc, pourquoi cette question des migrations est devenue si contentieuse à Bruxelles? Oui, alors d'abord pour dire que je suis complètement d'accord avec l'analyse qui vient d'être faite de l'attitude des perdants. Mais je pense qu'en France, il y a aussi des régions... où, par exemple, le vote Front National est très très fort, qui sont des régions d'émigration. Je pense au Nord, qui a été à un moment une terre d'immigration, de Belges, d'Allemands, de Polonais, d'Italiens, que sais-je, et qui maintenant sont des espèces de vide. Voilà, sont assez exsangues et se sentent un peu tout seuls, et je pense que c'est quelque chose auquel il faut réfléchir. Alors, il y a effectivement un paradoxe, et j'ai enfin compris la question que vous m'avez posée tout à l'heure, qui m'a un peu déstabilisée. Il y a effectivement un paradoxe, c'est-à-dire que si vous écoutez les discours des partis d'extrême droite, parce que populisme, maintenant, ça ne veut plus dire grand-chose, hein. On a des populistes de droite, de gauche, qui disent beaucoup de choses différentes sur l'immigration, mais en tout cas, dans les partis d'extrême droite, très clairement, ils sont anti-immigration et anti-Europe. Et pourtant, tout ce qui se passe dans le cadre des politiques européennes d'immigration, d'asile et de contrôle des frontières est extrêmement restrictif. Les discours et les actes, pas juste les politiques, j'ai envie de dire, de la fabrique des politiques jusqu'à leur mise en œuvre. Donc il y a un paradoxe. Ce qui semble primer, alors est-ce que les gens savent exactement ce qui se passe à Bruxelles? Non. Est-ce qu'ils regardent vraiment les pratiques des politiques publiques? Non. Ils ont quand même... Ce qui prime, c'est quand même l'idée que, bon, c'est les eurocrates qui décident, etc. Mais s'ils regardaient effectivement précisément ce que fait l'Union européenne en termes de contrôle des frontières, ça serait difficile de faire vraiment plus restrictif. Mais vous avez raison, c'est un paradoxe. C'est-à-dire que... on va voir comment ça évolue, j'ai envie de dire ça évolue, mais la campagne du Brexit, ça a été aussi une campagne anti-immigration, autant que anti-européenne. C'est-à-dire que tous les arguments étaient contre l'immigration européenne, certes, mais pas seulement. Donc il y a une conflation dans les discours de l'extrême droite qui n'a rien à voir avec, en fait, ce qui se passe vraiment en termes à la fois de production des politiques publiques au niveau européen et de leur mise en œuvre par toutes sortes d'agences, Frontex, le Bureau européen de l'asile, etc. Donc là, est-ce que, ceci dit, on vote pour tel ou tel parti en ayant pris connaissance exactement de toutes les politiques publiques européennes? Non. Bon, donc je veux bien faire un peu de pédagogie, je veux bien aller... mais c'est vrai que c'est, en tout cas, du point de vue européen, on pourrait presque faire l'inverse. C'est-à-dire que moi, j'ai entendu des choses au niveau national, hein, parce qu'on parle de politique européenne, ça se passe encore évidemment au niveau national. J'ai entendu à l'Élysée, il y a 2 ans, un préfet m'expliquer que si on ne coopérait pas avec l'Angleterre à Calais, 700 000 personnes allaient traverser directement de Grèce en Angleterre. Donc ces idées sont déjà, en plus, ont été... tout le monde sont maintenant partagées, j'ai envie de dire, par les élites bureaucratiques. Ce discours un petit peu catastrophiste
qui est basé sur aucun chiffre, aucune étude ni sociologique ni autre, fait qu'effectivement l'Europe a un discours très dur, mais qui ne donne aucun crédit politique en fait à ces eurocrates ou aux hommes politiques nationaux qui revendiquent une politique très restrictive. Ils n'ont pas gagné, j'ai envie de dire, un crédit électoral par rapport à leur position. Pourquoi c'est plutôt aux gens qui travaillent sur les élections et sur la motivation du vote populiste qui peuvent y répondre, je pense. Manuel, sur la façon dont la question migratoire a déstabilisé l'Europe, révélé des tensions, des fractures, est-ce que ce n'est pas quelque chose aussi, enfin, je pose la question très naïvement, mais qui aurait pu être anticipé, parce que finalement, les mouvements migratoires, ce n'est pas des choses qui se décident ou qui s'inversent du jour au lendemain. Il y a des choses qu'on sait depuis longtemps, qu'on voit venir. Alors pourquoi ce sentiment en 2015 que tout le monde est pris par surprise et que voilà, la crise éclate? Alors, j'ai passé des concours, mais comme j'ai aussi lu et écouté, j'en ai même réussi, mais comme j'ai lu et écouté Yvan Krastev, je vais essayer de faire preuve de contrôle et d'être pas trop arrogant. Je vais parler de ce que je connais, c'est-à-dire sur la dimension internationale. C'est une question très vaste. Moi, ce qui me frappe sur la dimension internationale, c'est comment cette crise en 2015 a montré que l'Europe croyait qu'elle pouvait d'une certaine manière se retirer du monde et que ce n'était pas grave, qu'il pouvait y avoir une crise majeure en Syrie et que ça n'arriverait pas chez elle, que l'Afghanistan n'arriverait jamais jusqu'à nous, que ce qui se passe en Afrique resterait en Afrique en quelque sorte, et on a été rattrapé par ça. Alors ça a pris une forme particulièrement aiguë à ce moment-là, mais ça existait avant, ça continuera après, et ça prendra éventuellement d'autres formes, mais on ne peut pas s'abstraire du monde. Et il y a eu toute une période, la période d'espoir, où l'Europe se projetait, où on pensait qu'on allait non seulement stabiliser l'Europe, nous stabiliser nous-mêmes, mais qu'on allait réussir à stabiliser notre environnement régional, notre voisinage. Et c'était pour ça qu'on parlait de voisinage, c'est parce qu'on pensait que c'était important. Et non seulement on n'a pas réussi cette stabilisation, ni à l'Est ni au Sud, pour des raisons différentes et avec des résultats différents, mais on n'a pas réussi. Mais en plus de ça, aujourd'hui, on est déstabilisé par cet environnement immédiat. Ce n'est pas juste qu'on a raté notre opération de projection de stabilité, mais on n'a pas réussi non plus à se projeter, à se protéger de l'instabilité. Et je pense que c'est très important de voir, l'Europe est construite sur l'idée des interdépendances, ce que je disais tout à l'heure sur cette histoire de contrôle avec laquelle aujourd'hui on a plus de mal. L'Europe est construite autour de l'idée qu'on va être interdépendant et que ça va nous aider. Et cette interdépendance, c'est aussi la façon dont les Européens, ou la plupart des Européens, souvent, a conçu, quand elle prend un peu de temps pour y penser, a conçu sa relation avec le reste du monde. L'idée qu'on est interdépendant et on va construire cette interdépendance, on va ouvrir des marchés, on va essayer de favoriser de la mobilité, on va construire, je ne sais pas, des liens sur l'énergie, etc. Il y a une interdépendance, il faut l'organiser. Cette interdépendance, elle est bonne. Elle est bonne en Europe parce qu'elle nous oblige à coopérer, mais en fait, elle est bonne avec le reste du monde parce que ça va nous obliger à travailler ensemble et ça va amener de la stabilité ailleurs. Et en fait, d'abord, la première chose, c'est que cette interdépendance, elle marche dans les deux sens. Les Européens se sont rendus compte que ça voulait dire que nous aussi, on était dépendants des autres. Bizarrement, c'est tout de suite beaucoup plus difficile à accepter. Et en fait, même des fois, elle est asymétrique. Et la crise des réfugiés, c'est un bon exemple de cette asymétrie. Et quand on voit la façon dont la relation avec la Turquie, notamment pour l'Allemagne, a complètement changé à cause de cette crise, où le premier réflexe des Allemands, quand on parle de Turquie avec eux, c'est surtout ne rien faire qui aboutisse à ce que les Turcs remettent en cause la mise en œuvre de l'accord sur ce point précis de la relation qu'on a avec la Turquie, qui est l'accord sur les réfugiés. On voit bien que cette question de l'interdépendance, d'une certaine manière, elle s'est retournée contre la façon dont les Européens pensaient leur relation au reste du monde, et pas juste à leur voisinage.
Et c'est un des principaux défis, à mon avis, qui se pose aujourd'hui aux Européens. C'est comment est-ce qu'on arrive à repenser ça sans que la réponse soit on jette le bébé, l'eau du bain, la salle de bain, la baignoire. L'interdépendance est un problème, on ferme. Je ne crois pas qu'on puisse fermer cette évolution vers l'interdépendance. Et je pense que l'immigration est un des exemples, parmi beaucoup d'autres, du fait que cette interdépendance, elle existe de fait, autant qu'elle existe par le fruit des politiques publiques par lesquelles on les encadre, on les régule, on les dirige, on essaye de les anticiper. Et clairement, là, il y a eu un problème de ce point de vue-là. Virginie Guiraudon, vous vouliez réagir? Je voudrais vraiment abonder dans ce sens. On a parlé effectivement à un moment en anglais, c'était Soft Power Europe. Hein. L'Europe, c'était l'Europe des droits de l'homme, elle était mieux que tout le monde et elle pouvait projeter un projet politique grâce à son pouvoir économique, entre autres. Et donc, avec toutes sortes... parallèlement à ça, il y avait aussi cette idée qu'on serait, j'ai envie de dire, d'autant plus fort, on renforcerait nos normes. Et puis, à l'extérieur, il y aurait des gens qui, peut-être moins fréquentables, comme Kadhafi en Libye, comme d'autres, qui feraient le sale boulot. Donc les migrants, par exemple, n'arriveraient pas jusqu'en Europe. Kadhafi les empêcherait de partir. Le Maroc est un pays plus fréquentable, mais lui aussi... Et là, ça a aussi explosé. Donc c'est là où la question justement de cette image de l'Europe comme ayant un projet politique porteur d'un certain nombre de valeurs démocratiques, de droits de l'homme, capote complètement. Ne capote pas, mais c'est un peu plus difficile de le tenir. Mais ça reposait quand même sur l'idée qu'il y avait, pas de l'interdépendance, mais une vision de rapport vraiment asymétrique du pouvoir entre l'Europe et le Sud, l'Est, le fameux voisinage. Et là où j'abonde dans ce sens, c'est que, Erdogan, la première chose qu'on a fait, c'est de signer un accord avec lui. Et quand il y a eu le coup d'État raté, il y a maintenant, l'été 2016, la première chose qu'a dit la chancelière Angela Merkel, c'est « ça ne remet pas en cause l'accord sur les réfugiés syriens ». Le lendemain, à peine le coup d'État. Donc là, je pense qu'ils ont effectivement perdu beaucoup de crédit. Moi, j'ai jamais cru à cette théorie de Normative Power Europe, etc. Mais là, je pense que la crise des réfugiés, elle pointe aussi ça. Elle pointe des contradictions Est-Ouest, Nord-Sud. Et après, on pourrait revenir à pourquoi on a fait ces politiques et comment elles fonctionnent. Mais c'est vrai que là, l'empereur est nu quand même. On a du mal à donner des leçons aux autres, vu la façon dont on s'est comporté. Mais pourtant, pendant longtemps, c'était facile d'avoir l'air de bien se comporter, puisque c'était à l'extérieur de l'Union européenne, aux autres, comme une sorte de cordon sanitaire, si vous voulez, d'empêcher l'arrivée d'un certain nombre de migrants. Donc ça agit comme un révélateur, comme un moment de dévoilement. Le roi est nu. Est-ce que vous seriez d'accord avec cette critique? I will agree with, listen, if you go on the numbers, the people who came in Europe after 2015 is not a big number. There are more people now from Syria living in Turkey than in Europe. We're talking about 2 million people. What has changed is totally the perception of the world. Just to give you 2 examples. En fait, il n'y a pas tellement de migrants qui sont venus de Syrie en Europe. Le plus grand nombre de migrants, ça se trouve en Turquie. Il y a 2 millions de Syriens réfugiés en Turquie. C'est pas en Europe. Le problème, ce qui a changé véritablement, c'est la perception de cette réalité. Before the crisis, we have a different view of globalization. The symbol of globalization was a tourist. He comes, he smiles, he spends, he goes back, and everybody likes him. And now came the refugee. He comes, he doesn't smile. He stays here, and he wants support. By the way, they could be the same person. The same Syrian person who came 3 years as a tourist is now coming as a refugee. But this is already a different world.
in one way, nothing has changed and everything has changed. En fait, c'est un effet de la mondialisation. Autrefois, les touristes venaient, on accueillait les touristes, c'était des gens charmants, ils souriaient, ils dépensaient de l'argent et ils repartaient. Et maintenant, on a quelque chose de différent. On a des réfugiés. Ils viennent, ils sourient pas, ils dépensent pas d'argent et ils ont besoin d'être soutenus. Et vous savez quoi? C'est probablement, et ça peut être aussi la même personne, mais à 3 ans ou à 4 ans de distance. I was rereading a famous Fukuyama article, The End of History, written in 1989. And the first time when you're reading, you read to see what is there. The second, to see what is not there. If you're going to read Fukuyama's article, I don't talk about the book, there is a lot of talk about movement of ideas. There is a lot of talk about movement of capital. There is a lot of talk about movement of goods. There is only one thing that is not moving. It's people. The word migration is absent from this article. In a certain way, our idea of a transformation was that while we are transforming other countries, while they're adopting Western institutions, practices, they're going to stay at home. But what people realized is that in a globalized world, if you really want to change your life, and if you are living in a poor and shitty country, better change the country than the government. En fait, quand Francis Fukuyama a publié son article sur la fin de l'histoire, je ne parle pas du livre, je parle de l'article qu'il a publié. Il a parlé d'un mouvement des idées. Il a parlé d'un mouvement ou de mouvements de capital. Il a parlé de mouvements de biens. Il n'a jamais utilisé le terme mouvement de population. Hein. Et c'est toute cette idée de transformation du monde qui était importante. Et avec la venue de la mondialisation, c'est cette idée que si vous vivez dans un pays merdique où les choses ne fonctionnent pas correctement, il ne faut pas changer de gouvernement, il faut changer de pays. And from this point of view, paradoxically, migration is starting to look as the 21st century version of the revolution. But you don't need ideology, you don't need basically parties, you don't need collective action. There are different peoples who, living in a global world, stopped to comparing their life with the life of the people next to them and started to want to live as the people that they see living in other places of the world. I'm just going to give you one example which always strikes me. In the 1981, when the first World Values Survey had been done, Nigerians were as happy as West Germans. 20 years later, Nigerians were as happy as their GDP is going to suggest. What has changed was that Nigerians got television sets, and they can see how the West Germans were living. So from this point of view, what globalization changed was the frame of comparisons. People started to go with a global comparisons. C'est ça le paradoxe qui a fait en fait que la migration a commencé. C'est pas la révolution n'est plus la révolution telle qu'on l'a connue précédemment. Il n'est pas question d'idéologie, il n'est pas question de parti politique, il est question de comparaison. Quand vous voyez où vous êtes et ce que font vos voisins, et c'est grâce à la télévision entre autres, eh bien vous essayez d'aller là où les choses se passent mieux. Et je voudrais revenir à une enquête qui a été menée en 1981 sur la perception de la façon dont vous vous sentiez chez vous. Est-ce que vous êtes heureux ou est-ce que vous êtes malheureux? Et il y avait une échelle de gradation. Et cette enquête montrait que les Nigérians étaient aussi heureux que les Allemands. Et 20 ans plus tard, ou 30 ans plus tard, la satisfaction des Nigérians est à la hauteur de ce que leur PIB suggère. Et la différence, c'est que, effectivement, c'est grâce à la mondialisation et au fait que les gens peuvent voir à la télé ou par Internet comment les autres vivent, qui fait que cette perception du monde a complètement changé. Donc vous décrivez ces migrations comme une révolution, la révolution contemporaine, avec la difficulté qu'elle provoque une contre-révolution aussi. Et c'est ça la difficulté pour l'Europe aujourd'hui.
Virginie Guiraudon, vous vouliez intervenir? Oui, juste parce que je ne suis pas d'accord, mais je suis sociologue des migrations, je ne peux pas... Alors, il y a 244 millions de migrants internationaux dans le monde, c'est rien, effectivement. Là, on est d'accord. Il y a 200 millions de Chinois qui sont des migrants internes en Chine. Donc, vous voyez, 244 millions, c'est un peu plus que les migrants internes. Donc, c'est 3,4% de la population mondiale. On est d'accord que c'est vraiment pas grand-chose. Mais là où je ne suis pas d'accord, je suis d'accord aussi avec l'idée que, oui, on se compare maintenant avec des gens peut-être très éloignés, de la même manière qu'on en a parlé d'ailleurs. Oui, les gens de l'Europe de l'Est se comparent aux gens d'Allemagne de l'Est, pardon, à l'Europe de l'Ouest. D'abord, c'est pas nouveau. Enfin, je veux dire, la globalisation, c'est un espèce de mot, et l'Internet, ça ne veut rien dire. Les migrants se sont toujours comparés. Tous les Irlandais qui ont d'ailleurs été, aux États-Unis, ils avaient aussi déjà des réseaux sociaux, il y avait déjà des journaux. Donc cette dynamique, elle n'est pas là. Mais je voudrais quand même revenir à le lien avec les idées. Ces 244 millions de migrants, ils ont un effet révolutionnaire, effectivement, mais justement parce qu'ils transmettent des idées dans les deux sens. Parce qu'ils ont bien sûr des réseaux sociaux dans les pays d'accueil, dans les pays d'origine. Ils ramènent chez eux, quand ils reviennent, ne serait-ce un certain nombre de valeurs, etc. Donc c'est effectivement une force révolutionnaire, mais je ne voudrais pas qu'on dise que c'est nouveau, que c'est l'Internet ou la télévision. C'est vraiment la base des migrations. C'est un phénomène transnational. On a même des études poussées qui expliquent que les femmes font moins d'enfants dans certains pays, comme la Turquie, le Maroc, parce qu'ils ont été en Europe, parce qu'il y a beaucoup de migrants en Europe qui ont expliqué qu'il fallait avoir moins d'enfants, que les familles, etc., c'était plutôt 2 ou 3 enfants, etc. On a des études qui montrent qu'en Égypte, les gens sont allés dans les pays du Golfe où là, il y avait beaucoup d'enfants, donc ça n'a eu aucun effet sur la fertilité. On a montré que, effectivement, les migrants étaient vecteurs d'idées, mais je ne pense pas que ça soit un phénomène très, très nouveau. Et j'aime pas cette idée qu'on va tout à coup découvrir pour un historien des migrations, ça a toujours été le cas. Ils sont peu nombreux, mais justement parce que c'est les plus motivés, j'ai envie de dire, et souvent d'ailleurs les plus éduqués, ils sont capables de revenir au pays, de faire des échanges. Sinon, on parle pas. Sinon, le migrant, c'est une espèce de figure un petit peu. Vous avez parlé, voilà, du pauvre Syrien qui arrive. Ben non, en fait, c'est un peu plus. La figure du migrant est un peu plus diverse, on va dire. Never dare to disagree with historians, because if somebody knows something, this is historians, and I'm saying this without irony. But I'm going to say that technologies bring certain scale. It's not new, the phenomena, but what is new is that much more many people can do it. And from this point of view, I do believe that scale makes a difference. But I very much am going to agree with you, because for me, migration problem cannot be reduced to the flow of people. It's also the movement of voters. By the way, migration of a blue-collar voters from left to right is also part of the migration issue. The movements of arguments. In 1970s, the left is going to say the rural communities in India have the right to defend their way of life. And now a very wealthy community in Austria and Germany said, we also have the right to defend our way of life. So from this point of view, migration is changing the conversation radically, and I very much agree with you that it cannot be reduced simply to the people who are coming. The economic dimensions, paradoxically, is not the most important part of it. En fait, je me garderais bien d'être en désaccord avec les historiens parce que, et c'est pas une blague, les historiens savent véritablement de quoi ils parlent. Mais là où je voudrais introduire quelque chose de différent, bien sûr, l'immigration, c'est pas tout à fait nouveau, c'est pas nouveau. Mais ce qui est nouveau, c'est l'échelle, la nouvelle échelle qui est introduite par l'introduction de la nouvelle technologie, des technologies. Et c'est ça qui fait en fait la différence. On ne peut pas réduire la migration à un effet de flux. Mais il y a un effet qui a été causé par les grandes migrations sur l'électorat et sur le glissement de l'électorat de la gauche vers la droite. Et par exemple, dans le monde des arguments qui ont été définis, dans les années 60 ou 70, la gauche était violemment en faveur
de la reconnaissance des caractéristiques des populations locales en Inde, pour que ces populations conservent leurs habitudes, leurs mœurs et leurs traditions. Et beaucoup plus récemment, c'est en Autriche que des populations locales commencent à dire « mais attendez, mais nous aussi, on a le droit de conserver nos traditions et nos mœurs ». Et c'est là qu'il y a eu ce changement qui intervient dans le langage d'une idée qui était autrefois à gauche et qui est devenue une idée qui n'est pas du tout une idée de gauche. Et on ne peut pas réduire non plus l'immigration simplement à un effet économique. Merci beaucoup. Alors, je vois l'heure qui tourne et j'ai promis de donner la parole à la salle. Peut-être avant de prendre des questions de la salle dans le temps qui nous reste, je ne sais pas si vous vous sentiriez, Virginie Guiraudon, Manuel Lafont-Rapnoud, Yvan Krastef, en vraiment une phrase chacun, allez, peut-être deux, nous dire, puisqu'on a posé cette question, l'Europe au défi des migrations, si on ne veut pas que cette question entraîne l'Europe vers la désintégration, quelle est la première chose qu'il faudrait faire, le premier sujet auquel il faudrait s'attaquer? Si c'est possible de répondre très vite, faites-le, et sinon on va passer tout de suite la parole à la salle. Manuel Lafont-Rapnoud. Merci. Quelle est l'urgence finalement, si vous aviez une chose à faire, à proposer? Alors, je vais prendre les deux phrases, pas une seule phrase. D'abord, je pense que au fond du fond, c'est une crise de solidarité. C'est une crise de solidarité avec plein de facettes. C'est une crise de solidarité vis-à-vis des réfugiés. C'est une crise de solidarité vis-à-vis des migrants, qui n'est pas le même genre de solidarité. C'est aussi une crise de solidarité entre les États membres de l'Europe. Et c'est aussi une crise de solidarité de l'Europe avec le reste du monde. Yvan Krastef rappelait le nombre de réfugiés en Turquie, en Jordanie ou au Liban, en termes de proportion par rapport à la population, c'est pire. Et on sait qu'une grande partie des réfugiés, pour ne parler que des réfugiés, en fait, est réfugié en partant d'un pays du Sud vers un autre pays du Sud. Et donc, je pense que c'est un axe important et c'est un axe que la crise des réfugiés met en avant, mais qui va bien au-delà. Et la deuxième chose, c'est je ne suis pas sûr qu'il y ait une solution urgente. Je pense qu'au contraire, ce qui manque, c'est une solution qu'on déroule dans la durée et où on a une direction et où on a un projet. Tout ce qu'on a fait depuis 15 ans, c'est de chercher des solutions immédiates aux problèmes immédiats, au lieu d'essayer de réfléchir aux problèmes qui vont venir et à la suite. Très rapide. Première phrase, Wir schaffen das. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Angela Merkel. Phrase qui restera peut-être célèbre, qu'elle a dit donc, en disant voilà, on va les accueillir. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, si on dit la vérité, finalement, des fois ça marche. Elle a eu un revers électoral au mois de septembre. Enfin, elle entame son 4e mandat de chancelière. Certes, il y a eu une montée de l'extrême droite, mais elle a vu le nombre de réfugiés accueillis, vu comment ça s'est passé. On n'a jamais essayé de dire la vérité. On parlait des élites et du peuple. Des fois, si on leur dit la vérité, pourquoi pas? Voilà, Wir schaffen das. Yvan Krastef. My grandmother, who is a major intellectual authority for me, she said that there are problems that you cannot resolve, you should outlive. So from this point of view, it's not about finding a policy solution now. I always believed that Chancellor Merkel was re-elected not simply because she opened the borders, but also because she showed capacity to close the border at a certain point. And if the elites want to have any impact on the migration crisis, the most important that they should do is to show that they're in control. Because the fear of situation going out of control is what basically radicalizes the public and not the sheer number of migrants and so on and so on. So from this point of view, how to show that situation is manageable, in my view, is critical. Merci beaucoup. En fait, si vous permettez, pardon, excusez-moi. Ma grand-mère, que je tiens pour une grande intellectuelle et comme un maître à penser, m'a dit que si tu fais face à un problème que tu ne peux pas résoudre, il faut tenter d'y survivre. Et en fait, pour parler de Angela Merkel et la raison pour laquelle elle a été réélue, c'est probablement aussi parce qu'elle a montré qu'elle savait accueillir, mais qu'elle était au pouvoir, qu'elle avait la capacité d'ouvrir
et aussi la capacité éventuellement de fermer. Et c'est ça qui provoque en partie les crises, c'est quand il y a un manque de confiance des électeurs envers leurs élites, quand ils sentent que les élites ne sont plus en mesure d'exercer un pouvoir. Merci beaucoup. Alors, avons-nous des questions dans la salle? Inutile que je me présente, je fais partie du public. Une question rapide. Quel impact a sur le phénomène d'immigration et de la perception de l'immigration le terrorisme, la croissance du terrorisme à l'état actuel? Vous avez raison, déjà, l'Europe et les migrations, si ce n'était pas suffisant, je propose qu'on aborde aussi la question du terrorisme. D'accord. Bien sûr, elles se croisent souvent dans les arguments. Est-ce que l'un d'entre vous, peut-être l'un d'entre vous prend la question? Comme ça, on peut en prendre plusieurs qui voudraient... Ah, on peut prendre plusieurs questions également, si vous préférez. Donc, on a notre question migration-terrorisme. Monsieur. Ah non, ce n'est pas migration terroriste, c'est policies without politics ou politics without policies. Parce que le problème a été évoqué, mais il n'a pas été traité, puisque le débat portait sur les attentes, les perceptions de l'Europe. Mais c'est quand même un débat incontournable dans la construction symbolique du politique. Donc si on prend la question de est-ce que les États peuvent ou veulent accueillir les immigrés, comment ça se traduit en termes de politique? La Suède et l'Allemagne ont répondu, logement, accueil, formation, période de transition, l'accueil des enfants. Les autres pays, comme la France, ont répondu par leur tradition. HLM, hébergement transitoire, camp, accueil de certains jeunes, camp de rétention. Donc ça dépend quand même des États en eux-mêmes de faire monter leur capacité d'accueil ou leur symbolique de l'accueil. Et les pays de l'Est ont répondu non, nous on a nos nationalités, on ne peut pas monter au-delà. Donc après, ça se traduit en termes de policy. En quoi l'Europe, Commission européenne, peut faire monter ses policies? Ce débat européen, je ne l'ai pas trop entendu, parce que les réponses classiques, c'est l'argent à la Turquie pour contrôler la frontière, freiner les flux syriens, ou renforcer Frontex. Très bien, la frontière et le contrôle se tiennent par l'extérieur, mais ils se tiennent aussi par l'intérieur, et comme vous l'avez dit, Merkel a répondu sur les deux niveaux. Donc, l'enjeu policy and politique, c'est à monter les deux niveaux, l'extérieur et l'intérieur, et les welfare, compte tenu des traditions de chaque nation. Ou pour dire plus concrètement, l'argent que l'Europe ou l'Allemagne verse à la Turquie, pourquoi il ne serait pas versé à la Slovaquie, à Bucarest et à la Bulgarie? Chaque pays est-européen est en droit de se monter là. Donc ça, c'est une question centre de la centralité européenne. On a déjà beaucoup de questions dans ces deux questions. Est-ce que vous voulez qu'on prenne une troisième et puis on vous laisse répondre? Madame. Pour vous exposer, je fais partie d'une académie internationale d'éthique et politique publique avec la faculté de Paris-Descartes. Donc, j'aurais aimé savoir si vous vous êtes questionné à propos... Moi, je travaille sur les différentes formes de la très grande intelligence, à propos des élites. Parce qu'autrefois, en Grèce, on parlait de l'art de l'adaptabilité immédiate, qu'est le kéros. Il y a aussi un peu la bêtise, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Et qui permettait, notamment aux diplomates que j'ai observés en tant que médecin, de s'adapter à tout le monde, avec les mains qui font des gestes qui sont compris dans tous les pays du monde. Et puis, ce que disait mon père, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. L'esprit, c'est la rencontre avec l'être humain vivant. Et dont Jean Baudin, du XVIe siècle, disait « Il n'y a de richesse que d'hommes, ce qui relativise la valeur des diplômes, bien qu'ils soient quand même nécessaires, notamment pour être médecin ou diplomate. » Merci. Une question donc, sur les élites. Qu'est-ce que vous en pensez de tout cela? Merci. Alors, ça vous fait beaucoup de sujets. Qui voudrait commencer par quoi? Moi, je veux bien commencer. Policy, politics, non? Sur policy, politics. Enfin, je pense j'ai la même analyse que vous, en fait. Donc, je sais pas si... je pense que vos interventions étaient à la fois une question et une réponse, au sens où... Alors, le cas de la France, c'est assez intéressant. C'est un pays fondateur de Schengen, qui, quand il y a la crise, ne fait absolument rien. Mais c'est aussi, comme vous savez, la France, c'est la frontière anglaise. Hein. La frontière anglaise, c'est à Calais. Donc, on est quand même un drôle de pays, de ce point de vue-là. Donc, c'est bien de prendre cet exemple-là. Ils n'ont absolument, effectivement, rien fait. On a promis d'accueillir 30 000 personnes dans le plan de relocalisation des réfugiés, etc. Mais là où je vous rejoins, c'est que moins on en fait,
mieux en termes de policy, c'est-à-dire que moins on en fait en termes d'accueil, on justifie d'une certaine manière des solutions d'externalisation. On ne peut pas le faire, donc il faut que ça se passe avant. Faut que ça, c'est exactement le contraire, mais dire que c'est une tradition française, je n'irai pas jusque-là quand même. Enfin, si c'est une tradition, ça dure depuis 30-40 ans, oui, je pense qu'il y a eu d'autres moments. Mais dès le départ, 1985, 1990, Schengen, l'idée c'est d'imposer des visas aux personnes, qu'elles ne puissent pas monter dans un avion ensuite parce que les transporteurs aériens devront vérifier leur visa et leur passeport. Et si ça ne marche pas, on coopérera avec les pays de transit ou les pays d'accueil. Il n'y a jamais eu l'idée dans toutes ces politiques européennes que les gens arriveraient jusqu'à l'Europe, puisque toute l'idée c'était que dès qu'ils arrivent, il y aura quelqu'un du GISTI, de la CIMA, de la NAFE, de que sais-je, qui vont les aider et leur dire leurs droits. Donc la France a été assez, dès le départ, à penser que ça ne servait absolument pas à avoir de l'accueil. Et là, on est reparti, après cette crise migratoire, pas du tout dans les capacités d'accueil. J'ai vu le projet de nouvelle loi sur l'immigration qui va bientôt être présenté. On va augmenter les délais de rétention et le nombre d'expulsions. On revient à ce qui s'était passé entre 2007 et 2012 sous la présidence Sarkozy. Aucun changement depuis 2015. Enfin, il n'y a aucune réaction. Et donc, moins on est accueillant, moins les gens vont venir. C'est plus ou moins vrai parce qu'en fait, une partie, ce que vous savez peut-être, mais une partie d'ailleurs des gens qui sont arrivés en Allemagne, qui ont vu leur demande d'asile rejetée, sont venus en France et sont parmi les gens qui sont entre Paris, Calais, etc. Mais l'idée, c'est effectivement, moins on fait de policies, moins les gens vont venir chez nous. Ça a quand même plus ou moins bien marché. Mais c'est le lien que vous faites est tout à fait... et on continue, hein. Il n'y a aucun changement, une continuité politique en France assez exceptionnelle sur cette question-là. Surtout, ne pas montrer de capacité d'accueil. Ah, pardon, on vous a pris votre micro. Yvon Krastev. Yeah, I don't know much about terrorism, so I'll just try to talk about the capacity issue because I find it quite important. One of the victims of the migration and refugee crisis is the human rights discourse. Because the human rights discourse is abstracting from the capacity of the states to do this or that. One of the horror of East European countries, in the view of a people coming, has a lot to do with the total failure of our countries to integrate the Roma communities within our countries. If you basically see the number of the Roma kids not going to school, being out of the labor market. So when Germans said we can do it, it was also trust in the capacity of the state. The answer of Eastern Europe was we can't not do it because we don't trust the capacity of our states. And from this point of view, how to reintroduce the problem of the state capacity in the way we're discussing the moral obligations of societies, in my view, is very serious, because otherwise we're going to be in a way of preaching, which I do believe is great for the Pope, but should not be great for the policymakers. En fait, la plus grande victime de cette crise migratoire, c'est les droits humains. Et je voudrais revenir à une chose qui est très importante pour les pays de l'Est. L'importance, en fait, c'est la capacité de l'État à traiter de ces questions. Et pourquoi dans les pays de l'Europe centrale et de l'Europe orientale, plus exactement, il y a cette pensée que l'État n'est pas capable de faire les choses. Par exemple, il y a l'intégration des Roms et des enfants roms. Quand on regarde quelle est la proportion des enfants roms scolarisés dans les pays d'Europe centrale et de l'Est, elle est désastreuse. C'est véritablement quelque chose qui est terrible. Alors que les Allemands, le gouvernement et l'État allemand a eu la capacité, et l'a fait, d'accueillir les migrants. Donc c'est une question de capacité, la capacité de l'État. Et pour les pays d'Europe centrale et des pays de l'Est, la population n'a absolument aucune confiance dans la capacité de l'État à accueillir les migrants.
Donc la question de l'accueil est très liée à la question de l'intégration, de la capacité à mettre en œuvre des politiques d'intégration aussi sur le long terme. On essaye de répondre rapidement sur la question migration-terrorisme, comment les deux questions se croisent. Alors, je vais avoir un peu moins de mal à répondre à celle-là qu'à la question de l'adaptabilité, même si je suis diplomate, je suis désolé. Je voulais juste dire un mot sur le rôle que peut jouer l'Europe. Parce que j'ai dit que c'était une des crises qui mettait en jeu la solidarité entre Européens, je pense que l'Europe a un rôle, parce que la solidarité, justement, ça s'organise. Ce n'est pas juste un problème de coordination, c'est aussi un problème de comment est-ce qu'on met en place une réponse collective et comment est-ce qu'on se donne les moyens d'avoir cette réponse en ayant cette approche collective. Les Italiens ont hurlé pendant une assez longue période en disant « mais c'est formidable, tout d'un coup la crise des réfugiés frappe les Allemands et tout le monde dit c'est un drame. Nous, ça nous a frappé pendant des mois et des années avant et tout le monde s'en foutait parce que justement, l'Italie était un des pays de la périphérie, donc un des pays frontières. De ce point de vue-là, défavorisé par exemple, ce qu'on appelle Dublin, qui est le système où vous devez rester dans le pays dans lequel vous arrivez en premier est le pays qui doit s'occuper de vous. Évidemment, tous les pays qui n'ont de frontières qu'avec d'autres pays européens, je ne parle même pas du Royaume-Uni, sont dans une situation assez différente de ce point de vue-là. Et quand on voit ce dont on parlait tout à l'heure sur la relation entre l'Allemagne et la Turquie, je pense que si on avait eu une approche plus européenne de la crise et si on avait une approche plus européenne de la relation avec la Turquie, l'Allemagne se sentirait beaucoup moins fragile dans sa relation avec la Turquie et beaucoup moins dépendante de cet accord et de cette politique qu'elle a sur le traitement des réfugiés. Sur le lien entre perception, migration et terrorisme, oui, bien sûr, il y a un effet de perception. J'ai espéré que Ivan Krastev allait en parler parce que dans son livre, il parle de la campagne avant le référendum en Hongrie, dans lequel il y a écrit le référendum pour savoir s'il faut accepter la décision de l'Union européenne d'accueillir des migrants ou pas, et dit depuis le début de la crise migratoire, il y a eu tant de morts du terrorisme en Europe, si je me souviens bien. Donc il y a un effet de perception évidemment dans l'opinion, mais ce n'est pas juste dans l'opinion, c'est un effet dont c'est pas juste un problème d'élite, dont les gouvernements, dont les partis politiques jouent. Et l'exemple de la Hongrie est un exemple confortable parce que c'est pas nous, mais en fait, cette idée que la préoccupation sécuritaire devient prédominante dans la gestion des migrations, ce que je crois qu'on appelle la sécuritisation, quand on donne à la sécurité la prééminence dans l'objectif qu'on a sur une politique qui jusque-là n'était pas une politique de sécurité. Donc la sécurisation de la politique migratoire, c'est quelque chose de très répandu et ce n'est pas juste quelque chose d'européen. Moi, la façon la plus frappante, je pense, d'y penser, c'est pour préserver l'absence de frontières au sein de l'Europe. En gros, on demande aux pays de notre voisinage de durcir leurs frontières entre eux. De durcir le contrôle. L'Europe a une politique pour projeter le contrôle des frontières. Ce n'est pas juste on externalise, mais on dit aux autres, ce qu'on va vous apprendre à faire, c'est à gérer vos frontières et vous allez les gérer dans un sens sécuritaire. Pas forcément sur les biens et les marchandises, mais sur les contrôles de personnes, oui, à la fois pour des raisons migratoires, pour des raisons terroristes, pour des raisons de trafic, le cas échéant. Évidemment, ça dépend de l'actualité et des priorités. Et pourtant, il y a plein de raisons de voir les nombreuses différences qu'il y a entre les deux phénomènes. Je ne vais pas enfoncer des portes ouvertes, mais le terrorisme est d'abord quelque chose qui frappe les populations au sud. C'est un terrorisme du sud vers le sud. D'une certaine manière, c'est aussi un terrorisme du nord vers le sud. Il y a un autre flux migratoire qui sont les combattants étrangers qui vont en Syrie, qui viennent pour une large partie d'Europe, de Russie, de Chine. Et donc, ce n'est pas juste le terrorisme qui vient avec les migrations du Moyen-Orient vers l'Europe. Et puis, une grande partie des activités terroristes, c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai en Europe, c'est vrai ailleurs, sont liées à des populations qui sont nées en Europe. Et donc, après, on peut toujours commencer à remonter à oui, mais certes, mais deuxième, troisième, xème génération. On a un problème lié à la situation intérieure de nos sociétés.
Merci beaucoup. Would you like to react to this? No. Should we? Bon, alors je crois que voilà, il est l'heure de nous séparer. Les discussions étaient passionnantes. On aurait aimé les poursuivre, mais c'est ainsi. Il est 8 heures. Il me reste à remercier vraiment chaleureusement nos 3 participants, à vous recommander à nouveau ce livre, Le destin de l'Europe, et à remercier, last but not least, l'IEA, toute l'équipe de l'IEA d'avoir accueilli ce débat ce soir. Merci.